Bonjour, je suis Jean-Yves Arrivé, psychologue, coach et consultant en ressources humaines. J'accompagne les dirigeants, les cadres d'entreprise, individuellement et dans la performance collective. J'accompagne également les jeunes dans l'élaboration de leurs projets professionnels et les salariés qui souhaitent ou qui doivent changer d'emploi. Aujourd'hui, je vous propose d'approfondir un concept dont on parle beaucoup depuis quelque temps, celui d'intelligence collective, et de préciser le rapport qu'il entretient avec l'intelligence émotionnelle. Vous avez raison de souhaiter éclaircir les choses, car on ne parle pas de la même notion. L'intelligence émotionnelle individuelle peut contribuer au développement de l'intelligence collective, mais elle n'en est qu'une petite partie. L'intelligence collective se manifeste par le fait qu'une équipe d'individus ou de salariés qui coopèrent peut résoudre des problèmes plus efficacement que lorsqu'ils travaillent isolément. En fait, pour le dire plus simplement, avec l'intelligence collective, 1 plus 1 plus 1 égale 4. Certains parlent d'intelligence distribuée. On mobilise différentes compétences, aptitudes, intelligences possédées par un groupe d'individus pour qu'ils atteignent le plus efficacement possible un objectif ou un résultat. On voit bien que la seule intelligence émotionnelle ne suffit pas. Il faut aussi des connaissances, des compétences techniques, des aptitudes, des potentiels. Mais de nombreuses études montrent que l'intelligence collective est au rendez-vous seulement quand il y a une qualité des interactions entre les membres d'un groupe. Et c'est là que l'intelligence émotionnelle de chaque individu peut amplifier l'efficacité de l'équipe et lui permettre de réussir plus rapidement. Je ne vais sans doute pas vous apprendre grand-chose, car ces moyens sont finalement très simples et bien connus, même s'ils ne sont pas, de mon point de vue, suffisamment utilisés. Écouter chacun des membres de l'équipe, reconnaître les compétences de tous et les solliciter. Il est important de casser les croyances et les coutumes qui laissent encore entendre que seul un chef, un expert, savent et peuvent parler, et que les autres doivent écouter et hocher la tête en signe d'assentiment, même quand ils ne sont pas d'accord. Mais on peut aussi faire preuve de créativité et ne pas se contenter de reproduire mécaniquement des solutions qui ont pu donner satisfaction à une époque, mais qui ne correspondent plus aux besoins du moment. Il est possible de faire preuve d'esprit critique et d'analyser finement et factuellement toutes les informations, en prenant garde à faire taire les jugements hâtifs, les belles paroles. Ce ne sont pas toujours les beaux parleurs qui font avancer l'intelligence collective, mais ceux qui souhaitent apporter leur pierre au projet pour atteindre un objectif partagé par tous. Pour aller un peu plus loin, n'oublions pas qu'Howard Gardner dénombre 8 intelligences chez l'individu. Mais en fait, toute cette connaissance de la complexité de l'intelligence humaine est totalement négligée par le système éducatif, et même parfois la formation continue, qui nous formate et nous sélectionne sur seulement 2 types d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique. Or, c'est de toutes les intelligences que nous avons besoin collectivement pour être performants. Il est grand temps d'engager des réformes radicales dans l'éducation et l'apprentissage, mais aussi dans la manière de choisir les collaborateurs dont on souhaite s'entourer. Si on reste sur la définition de l'intelligence collective que je viens d'exposer, on comprend vite que les entreprises, les institutions, les collectivités ont tout à y gagner. Dans une période de crise, nous avons besoin de mobiliser l'ensemble des compétences pour reconstruire, faire évoluer, améliorer les process. Il faut également améliorer la rentabilité qui doit dégager plus de moyens pour investir, mais aussi agir solidairement en aidant les plus faibles et les démunis qui sont forcément les premières victimes des crises.
Mais encore faut-il, comme je l'ai dit tout à l'heure, oser sortir des sentiers battus, être innovant, jouer plus collectif, faire baisser les ambitions personnelles au profit des résultats obtenus au service de l'intérêt général. Et là, franchement, ce n'est pas gagné. Au cours des crises qui ont secoué la seconde moitié du XXe siècle, on a souvent espéré que la solidarité, la fraternité, l'engagement très fort qui s'exprimait pendant la crise elle-même allait perdurer. Et force est de constater que c'est rarement le cas. Espérons que la grave crise sanitaire et économique que nous traversons sera l'occasion de faire changer la situation. Hélas, il y a encore beaucoup de freins. D'abord, les moyens financiers qui sont plus réduits et qui privent l'entreprise de budget pour mieux former, mieux développer les talents, donner du temps à la cohésion d'équipe, donc à tous ces moyens d'améliorer la coopération, l'efficacité collective. Mais il y a aussi les émotions qui sont souvent à l'œuvre et qui parfois même prennent le dessus. Et parmi elles, la peur. Elle conduit à un repli sur soi, à la crainte de prendre des initiatives qui sont considérées comme des risques à un moment où l'on parle de récession, de suppression d'emplois, de transformation technologique. De nombreuses personnes pensent, à mon avis à tort, qu'en se faisant oublier, en ne changeant rien, elles sont protégées. C'est un réflexe très courant mais hélas très contre-productif. Face à tous ces dangers, dont on ne peut pas nier l'existence, c'est au contraire le fait d'oser, de changer les pratiques, de viser les réussites collectives qui peut globalement être le comportement le plus payant, même s'il existe toujours des contre-exemples. Enfin, je citerai parmi les freins les attitudes des dirigeants et d'une bonne partie du management qui sont dans ces moments-là les moins ouverts au dialogue, aux évolutions dans les pratiques. On retrouve vite la directivité, les ordres, les discussions expédiées, le manque d'écoute. C'est tout le contraire des comportements qui favoriseraient le développement de l'intelligence collective. C'est à l'opposé de ce qu'il conviendrait de faire pour résister aux dangers réels qui menacent les entreprises. Motiver vient du mot latin motivus qui veut dire mobile. Donc motiver, c'est mettre en mouvement. Et les premiers moteurs pour enclencher ce mouvement, ce sont les cadres, les responsables de l'entreprise. Tous les collaborateurs ne refusent pas nécessairement le changement, ou en tous les cas les évolutions rendues nécessaires pour faire face à l'environnement. Mais ils regardent les dirigeants et attendent qu'ils s'expliquent, qu'ils communiquent, qu'ils montrent l'exemple, que leur comportement traduise cette volonté de changer ensemble dans le respect de tous. C'est à l'encadrement de traduire cette capacité à animer, faire participer, entendre chacun, faire preuve de créativité, d'ouverture et d'accompagner les changements. Je conclurai cette interview en citant un proverbe chinois. Le poisson pourrit toujours par la tête. Dit autrement, cela signifie qu'à l'origine d'un dysfonctionnement au sein d'une organisation, on trouve toujours ses dirigeants et ses managers. Et qu'à l'inverse, les équipes qui gagnent ont le plus souvent à leur tête des leaders charismatiques, capables de créer les conditions d'une intelligence collective.